Je suis psychologue à Gâtin, qui est une petite commune qui est à un quart d'heure d'ici. Donc le principe rapidement des tables rondes, j'essaie d'organiser depuis un an ce genre d'événement en Seine-et-Marne. L'objectif c'est de faire en sorte que des praticiens, moi j'appelle ça des praticiens de l'abri, viennent discuter avec des gens de Seine-et-Marne. Partant du principe qu'à la capitale vous trouverez toujours des intervenants très intéressants, mais je pense qu'il y a suffisamment de personnes dans le coin pour pouvoir répondre à des questions, des ostéopathes, des infirmières, des psychologues, des médecins, etc. etc. Donc l'objectif c'est de faire des événements gratuits, ouverts à tous, et souvent sur le même modèle, c'est-à-dire 3 interventions de 20 à 25 minutes, et puis après la parole au public pour voir un petit peu ce que ça vous évoque et qu'on puisse un peu échanger avec la salle. Donc le sujet du jour finalement il m'est venu par rapport à mon travail, à mon cabinet, à force de recevoir des gens en difficulté par rapport à ça. Les psychologues aiment bien faire souvent une petite historique en disant que le travail, ça vient de tripalium, qui était un instrument de torture au Moyen-Âge. Et je pourrais vous donner une deuxième référence qui ressort tout le temps, c'est Coluche, qui disait que le travail, c'est une maladie, puisqu'il y a une médecine pour ça. L'objectif aujourd'hui, ça va être de parler du travail, de la question du stress qui est omniprésente, dont on entend parler tous les jours à la télévision d'une manière ou d'une autre, qui touche énormément de personnes. Mais l'idée, ça va être de faire en sorte de ne pas diaboliser le travail, qui reste une valeur importante au niveau social, mais qui nous questionne dans notre modernité aussi, dans ces nouvelles façons de travailler, et qui peuvent parfois, en tout cas, c'est ce que j'aborderai pour ma part, devenir un peu envahissantes. On sait qu'il y a une hausse de 4% des arrêts maladie par rapport à 2017, donc vous l'avez peut-être entendu, ça monte par rapport à l'année précédente. Le MEDEF a demandé à ce qu'il y ait plus de contrôle par rapport aux arrêts maladie, donc ça c'est un élément de stress au niveau social et sociétal. Il y a une hausse de 1,1 milliard des dépenses d'arrêt maladie entre 2010 et 2017. Il faut savoir qu'aussi la réforme des retraites a poussé l'âge de départ de 60 à 62 ans, et il faut savoir que les arrêts ont tendance à être beaucoup plus longs à mesure que l'âge passe. Donc statistiquement, plus on pousse l'âge de la retraite, plus les arrêts maladie cumulés vont être importants. Et dernier élément important qui est quand même très parlant, 36% des personnes dans la population qui travaille auraient déjà fait un burn-out au cours de leur carrière, et le temps de travail ne serait pas le problème cible. Et ça, c'était très important de pouvoir notifier ça dans ces études. Le temps de travail n'est pas la difficulté première que les gens rapportent quand ils sont stressés en situation professionnelle. Les symptômes qu'on ressent dans le stress sont simplement des indicateurs qui vous disent que, en tout cas, votre corps est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai mis un petit 1 en bas pour vous expliquer qu'en fait, tout le monde ne voit pas ce que c'est qu'un indicateur de stress, qu'on ne sait pas forcément reconnaître que c'est du stress, et surtout qu'on ne peut pas toujours l'admettre. Donc c'est un peu la question dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est notamment est-ce que je peux reconnaître que je suis en difficulté. Et puis une fois que je vois le tableau de bord qui s'allume, j'espère que ça vous angoisse quand vous entendez un tableau de bord comme ça, j'imagine qu'il n'y a aucun pilote dans la salle, on ne sait pas ce qu'on va faire par rapport à ça. Donc on peut avoir différentes difficultés, que ce soit les douleurs, les maux de tête, les douleurs abdominales, troubles du sommeil, difficultés à s'endormir, etc. Au niveau émotionnel, on peut ressentir qu'on a une forme d'irritabilité. Dans la question du stress professionnel, cette irritabilité, assez souvent, elle va se traduire par « je suis en train de m'engueuler avec mon mari le soir », alors qu'en fait je m'engueulais avec mon patron dans la journée, et que là c'est en train de déborder dans ma sphère privée. On va avoir des troubles de la concentration, de la mémoire, de l'apprentissage. En fait, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que le stress, il va venir toucher un petit peu comme une pierre angulaire et en cascade toutes les différentes fonctions intellectuelles, cognitives de l'être humain. Et puis sur le long terme, ça peut finalement venir heurter, comme l'a très bien dit le Dr Boccio, des phénomènes plus larges, donc que ce soit l'obésité, le diabète, les troubles musculo-squelettiques aussi peuvent être reliés à cette dimension de stress professionnel. La dépression, l'anxiété peut aussi également s'installer. Et puis on sait que directement le stress va impacter tout le fonctionnement physiologique. Donc il n'est pas rare, exemple typique, d'avoir des problèmes de thyroïde qui vont s'installer avec des personnes qui vont développer une maladie auto-immune claire après un élément stressant. Cas typique qu'on retrouve assez souvent, c'est après un accident de voiture, hop, bizarrement, 2 semaines, 1 mois après, 2 mois après, il y a une maladie comme ça qui s'installe.
Donc ça vient nous prouver tout de même que les facteurs de contexte et notre manière de gérer un événement stressant va avoir un impact clairement sur le corps. Mais encore une fois, pour revenir à la diapo d'avant, si vous n'êtes pas très sensible à ce qui vous arrive, si vous vous dites que c'est rien, si vous imputez ça à autre chose, vous tournez autour du pot en fait. Et donc un des intérêts primordiaux du médecin à ce moment-là, c'est de dire écoutez monsieur ou madame, peut-être que c'est pas normal en fait, c'est peut-être pas votre âge qui fait ça. Peut-être qu'on est dans la normalité. Et donc pour revenir un petit peu aussi sur ce qui a été dit, il faut savoir que le stress, c'est une réponse normale de l'organisme qui essaye de faire un peu tampon par rapport au contexte. Et c'est un terme qu'on a utilisé, qu'on a repris de la métallurgie. Et ce qu'on utilisait comme terme à l'époque, c'est que ça renvoyait au fait que le stress est la somme de résistance que peut accumuler un métal avant de casser. Donc on voit bien cette image assez lourde, et donc je reprends les trois phases du stress pour l'organisme et pour l'être humain de manière générale. Il y a une première phase qui est la phase d'alarme. La personne se prépare à être en action par rapport à quelque chose de compliqué. La personne va par la suite s'adapter, elle va essayer de fournir suffisamment d'efforts pour pouvoir combler la demande. Et puis là où on retrouve les gens en difficulté, c'est dans la phase d'épuisement. Et on voit que physiologiquement, le corps ne suit plus, tout ce qui sécrète finalement commence à devenir dangereux pour la santé sur le long terme. J'aimerais vous donner, et ça c'est important, je vais peut-être voir des gens qui vont faire oui de la tête, je vais vous donner 12 facteurs, alors on peut en mettre 8, on peut en mettre 9, j'en ai mis 12 facteurs qui peuvent amener plus facilement à l'installation du stress professionnel. Le premier, c'est le manque de soutien social perçu. C'est-à-dire vous avez du mal à ressentir qu'autour de vous, on puisse vous épauler. Et le dernier terme est très important, c'est perçu. C'est-à-dire que dans mon activité clinique, je vais rencontrer des personnes qui sont bien entourées, mais ne perçoivent pas que finalement ces gens qui entourent cette personne peuvent venir les épauler. Donc il faut pouvoir percevoir que les gens sont une aide et pouvoir aller vers eux, pouvoir également accepter leur aide. Puisque un des grands éléments qu'on retrouve souvent, c'est que les gens sont entourés, mais ne savent pas accueillir, ne savent pas se laisser porter par un ami bienveillant qui, pour la 24e fois, vous propose de sortir boire un verre. Et ça fait partie, à un moment donné, de la difficulté de la personne qui, malheureusement, même avec une main tendue, continue à rester dans cette difficulté. Des relations difficiles sur le plan professionnel vont être aussi un deuxième élément très important. Si l'ambiance de travail est dégradée, si les contacts humains ne sont pas bons, si on a l'impression d'être harcelé par les collègues ou par le patron, si les relations sont difficiles avec la hiérarchie, s'il y a des conflits entre collègues ou dans l'encadrement, tout ça, ça va être un deuxième facteur de risque très important qui va vous mettre en difficulté. Alors évidemment, il y a des périodes où on est très en forme, et puis quand le patron est désagréable, on en rigole, et puis ça glisse sur nous. Mais l'accumulation de ce genre de facteurs, rencontrant vous qui n'êtes peut-être pas en forme à un moment donné de votre vie, va faire que vous allez plus facilement craquer. Un troisième élément, c'est la frustration, c'est-à-dire un décalage entre les efforts fournis et la récompense que l'on a. C'est-à-dire, j'ai organisé tout un événement énorme, et puis je me rends compte que tout le monde s'en fiche, que mon patron n'est pas content, et finalement j'ai bousillé 3 week-ends entiers et je n'ai pas vu mes enfants et mon mari. Et je me rends compte que je ne voulais pas un applaudissement, mais je voulais au moins qu'on puisse en parler 2 minutes le lundi matin. Et puis tout le monde s'en fiche. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut pouvoir aussi identifier. Un environnement pénible est un des 4e facteurs qu'on peut retrouver. Si vous êtes sujet à des situations comme beaucoup de déplacements, du bruit sur vos lieux de travail, tout ça va venir attaquer de manière chronique, finalement, votre capacité à vous poser tranquillement, à vous sentir en sécurité et à ne pas être importuné. Un 5e élément, c'est le déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, évidemment. Et ça, c'est un indicateur important. Une des questions que je pose souvent aux gens, c'est est-ce que vous pensez au boulot quand vous sortez? Est-ce que vous en parlez le week-end? Est-ce que vous en parlez à table, etc., etc. Et ça, ce sont des facteurs qui vont nous donner un indice sur comment la personne elle est déjà en train de tomber, finalement, dans ce stress professionnel. Les exigences élevées qui sont liées au poste sont évidemment le 6e élément, 6e facteur de risque. Si la charge de travail est trop importante, le risque d'erreur également est quelque chose d'important.
Quand vous vous occupez d'aéronautique et que vous êtes en charge de la sécurité sur une chaîne de montage, vous êtes en train de vous dire que vous avez des milliers de personnes au bout qui peuvent se retrouver dans un accident à cause de vous. Donc forcément, ça va créer un stress important. Le sentiment d'urgence aussi. Si on est dans une entreprise où pour le moindre truc, il faut que tout soit fait en urgence et que tout le monde se met à crier pour rien du tout, ce qui devenait un facteur de motivation d'un manager qui est un peu trop porté sur des méthodes, on va dire, à l'américaine, se retrouve avec une équipe qui est complètement angoissée et qui finalement prend comme réflexe d'être complètement crispé et ne peut plus se mettre au travail. Donc le sentiment d'urgence est très important. Des objectifs élevés, des tensions avec le public. Ça peut être tout simplement, vous êtes au secrétariat et puis vous épongez la mauvaise humeur des gens qui vous appellent toute la journée. Donc tout ça sont des éléments qui font partie un petit peu du pot commun. Une mauvaise organisation du travail. Si les tâches sont monotones, on pourrait se dire bah, t'as de la chance, tu travailles 2 heures par jour, mais il m'arrive de plus en plus de voir des gens qui s'ennuient au cabinet. Donc évidemment, ils ne me le disent pas tout de suite, ils ont honte, ils baissent les yeux, ils me disent je ne devrais pas me plaindre, je touche 2 000 € par mois, mais je travaille 1h30 par jour, et je passe ma journée sur Facebook, et je ne sais pas ce que je fous dans la boîte, et tout le monde s'en fout. Voilà. Donc ça fait partie des éléments qui sont quand même importants, parce que le travail vous renvoie quand même à votre valeur et à votre utilité. Et puis vous pouvez vous dire, bah, finalement je suis un peu un imposteur là-dedans, un jour on va le découvrir, etc. etc. La définition floue des rôles est importante aussi. Et pour ma part, c'est un point de vue, il me semble que plus le temps passe, plus le travail mène à des rôles qui peuvent être un petit peu trop flous, ce qui fait qu'on ne sait pas qui doit faire quoi. Finalement, la personne en face de moi a Bac+2, j'ai Bac+8, mais elle fait des choses, elle gère des choses qu'elle ne devrait pas gérer. Elle a un poste qui est similaire au mien, mais elle n'a même pas de fiche de poste. Moi, j'en ai une, et puis finalement, on fait faire des choses qui ne sont pas sur la fiche de poste. Donc ça amène à un stress épouvantable, puisque vous vous dites, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je suis payé pour ce que je dois faire? Et puis le jour où il y a un problème, qui c'est qu'on va voir? Les objectifs contradictoires, bien évidemment, vous devez faire ça et en même temps vous devez faire autre chose, ça va amener un stress pas possible. Le manque de ressources aussi est important, les gens peuvent être surqualifiés ou sous-qualifiés, et j'ai envie de vous dire, ça dure un temps, et à un moment donné, où, quand vous avez les compétences pour remplacer votre chef et que lui ne sait pas faire son travail, il y a un moment où ça ne va plus, c'est plus possible. Il est très compliqué d'être détaché d'un boulot que vous comprenez, que vous pouvez décomposer, que vous pouvez améliorer, alors que la personne en face de vous n'y comprend rien, mais a été placée par l'oncle du directeur, etc. Tout ça, c'est du vécu de ce que j'entends dans la semaine. Les changements d'entreprise sont un facteur aussi très important. On restructure, on change les postes, on change de chef, on rachète l'entreprise. J'ai pas besoin de vous faire un dessin par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Le patron avant me laissait faire ci, l'autre ne veut pas me laisser faire ça, etc., etc. Le manque de contrôle du salarié est important. Donc ça aussi, c'est un élément qu'on entend beaucoup. On ne nous demande pas notre avis. Ou alors on nous demande notre avis. On a fait 19 réunions et au final, on s'en fout. Il semblerait que de toute façon, c'était déjà décidé d'avance. Je suis un peu direct dans mes propos, mais c'est exactement ce qu'on va entendre assez régulièrement. Le manque d'autonomie aussi. C'est-à-dire, vous êtes qualifié, vous êtes très intelligent, mais on va vous demander de faire ça, comme ça et dans tel ordre. Ça va amener un stress important. Un autre élément, l'avant-dernier, le conflit de valeurs. C'est-à-dire, je vais faire des choses, mais je les désapprouve. Ça, c'est un élément incontournable. Et je peux entendre des gens qui me disent, finalement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait, mais ça me va. Mais au bout de quelques mois, en fait, la personne me dit, en fait, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout parce que, finalement, soit je ne suis pas assez payé pour ce que je fais, soit à un moment donné, je me demande ce que je fais. Un dernier élément important, c'est l'insécurité de la situation de travail, qui va être un facteur de stress important. J'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de ne pas retrouver un autre boulot, j'ai un loyer à payer, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments de stress. Ce que je voulais vous donner comme exemple que je trouve très intéressant, c'est la question de l'open space. Donc il y a une étude en 2018, donc c'est-à-dire il y a quelques mois,
qui montre que ces bureaux ouverts créeraient des barrières psychologiques entre les employés, qui communiqueraient alors beaucoup plus à l'aide de mails et d'autres outils de communication électronique. En fait, c'est une mode qui est venue des États-Unis, comme beaucoup de modes. L'idée, c'était de rendre les gens plus efficaces dans une ambiance très décontractée, limite familiale. Mais là où on a commencé à faire des études, c'est qu'on s'est dit, il semblerait que c'est pas si pertinent que ça. Rassurez-vous, pas pour le salarié, pour l'entreprise au départ. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'utilisation de mail est passée de 22 à 56%. C'est-à-dire que vous mettez des gens dans des bureaux, vous faites sauter les cloisons, ça devient convivial, on est tous amis, et en fait, l'augmentation de mail explose. On se rend compte aussi que la productivité baisse. Donc les espaces ouverts, ils feraient naître chez l'être humain ce qu'ils appellent, donc je reprends leur définition, une réaction naturelle pour se retirer socialement de ses collègues de travail et interagir plutôt par courriel et messagerie instantanée. C'est-à-dire vous avez quelqu'un en face de vous, et puis vous lui envoyez un mail. Ce qui est quand même assez angoissant, et l'analogie que je donne, qui m'est venue tout à l'heure, c'est la question de la cuisine en fait. Vous savez maintenant, quand on achète une maison, ce qui est génial, c'est d'avoir une cuisine américaine, une cuisine ouverte. Mais quand vous pratiquez, vous savez que ça va sentir la friture pendant 3 jours sur votre canapé. Donc c'est super intéressant, mais finalement, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est productif, est-ce que c'est une bonne chose quoi. Et je vais vous montrer une image, enfin plutôt 2 images qui m'ont stupéfaite, que je trouve sublimes, qui sont 2 objets qu'on commence à distribuer dans les entreprises américaines et je crois françaises, qui permettent de contrer le problème créé par la modernité. Ce que j'appelle des œillères pour chevaux. C'est-à-dire que ce sont 2 casques qui permettent de créer un espace pour augmenter la concentration, l'attention et la productivité d'un employé dans un espace ouvert. Donc comme vous pouvez le voir, je ne citerai pas de marque, mais c'est fièrement arboré par un homme à gauche. Il a une moustache, mais c'est bien un homme, et à droite une femme qui justement n'est pas amenée à regarder sur les côtés. La question que je me suis posée en travaillant sur ce sujet-là, mon point de vue est assez polémique, c'est de faire une analogie entre l'entrée dans une entreprise et l'entrée dans une secte. Pour moi, la question qu'on peut retrouver dans certaines situations, et pas toutes bien évidemment, c'est la question de l'endoctrinement dans une entreprise. Avec l'idée d'un état de suggestion, c'est-à-dire je deviens l'objet d'un système. Je ne suis plus une personne, et c'est ce que beaucoup de personnes décrivent quand elles sont sujettes au stress, je ne suis plus une personne, je suis un sujet dans un système large. J'occupe une fonction, je dois faire quelque chose qu'on me demande de faire. Une des premières règles du code du travail, c'est d'obtempérer aux ordres donnés par le patron. Dans l'embrigadement, dans la question de l'embrigadement, la personne elle est d'abord volontaire au départ. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'arnaque. Mais elle ne mesure pas les conséquences de l'adhésion au groupe. Dans la question de l'emprise, il y a différentes étapes qu'il faut comprendre. Au début, on choisit de s'approcher d'une entreprise. Puis en fait, par la suite, il y a un engagement progressif qui se fait de l'employé. Et donc essayer de penser à l'analogie entre rentrer dans un groupe sectaire et rentrer dans une entreprise. On est d'autant plus engagé dans une entreprise ou dans un groupe, on va dire, que la décision elle a été libre. On est d'autant plus engagé que la décision elle a été publique, qu'elle a été répétée et qu'elle a été coûteuse notamment. Et elle est d'autant plus engagée qu'on ne semble pas pouvoir revenir sur sa décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez pris un emploi en quittant un autre et que ça a été très douloureux pour vous de partir, ça va être encore plus douloureux de partir de la deuxième entreprise. Plus vous avez mis sur la table, plus vous avez investi, moins vous pouvez quitter en fait l'endroit. Et l'image que j'utilise souvent, c'est on construit une maison, on est presque à la fin, et en fait on n'a pas l'autorisation de la mairie. Mais c'est quasiment fini. Donc c'est quand même compliqué de lâcher tout ça, après tout, l'argent qu'on a investi sur cette maison. Donc est-ce qu'on lâche tout ou est-ce qu'on continue? Donc c'est un peu cette question. La phase qui arrive par la suite dans la question de l'emprise, c'est la question de la séduction. On est séduit par cet environnement qui nous accueille. On a tendance à... On peut observer comme une transformation de la personnalité, c'est-à-dire que se révèlent chez nous certaines compétences et certains traits de caractère vont peut-être s'amenuiser. Et l'entreprise, ou en tout cas le groupe qui nous accueille, va être amené à renforcer ça.
C'est-à-dire, tu vois, plus tu es offensif dans ta vente, plus c'est une bonne chose parce que ça permet d'augmenter le bénéfice de l'entreprise. Appartenir à une entreprise, pour moi, ça amène à une jolie analogie, c'est la question de la famille. C'est-à-dire, vous allez possiblement, dans certains cas, rentrer dans une famille. Il n'est pas rare d'entendre certains de patients que je reçois me dire on a fait tel chiffre ce mois-ci. Quand vous êtes face à quelqu'un qui touche 1 400 € par mois, souvent je lui dis mais est-ce que vous avez un intéressement dans la boîte? Et puis elle rigole, elle me dit non. Mais elle est déjà en train de dire on a fait tel chiffre, on n'a pas été productif, on va faire tel lancement, on va monter telle boutique. Donc on voit déjà que la personne est en train avec le temps, de s'approprier et de se sentir comme membre à part entière. L'analogie avec la famille est importante parce que c'est un lieu qui est structurant, c'est un lieu où on se développe, et ça peut être un lieu qui est déstructurant, voire destructeur. Donc voilà pourquoi je fais cette analogie. La famille se forme notamment par une histoire commune. On fait famille parce qu'on a une histoire avec quelqu'un. Et puis, il faut savoir qu'une famille, elle se soude face à l'épreuve, face à l'adversité. Et on peut retrouver, notamment chez les pompiers, dans la police, un sentiment de famille qui va faire que parfois vous avez des groupes entiers de policiers qui n'ont d'amis que des policiers et qui vont voir d'un œil très compliqué le fait que vous ayez des amis en dehors. Quand on est dans une entreprise, on essaie de parler la même langue, on a une même famille, on a des mêmes rituels. On peut même être redevable. Grâce à mon patron, j'ai un travail. On n'est pas comme l'autre entreprise. Je ne vais pas vous citer des marques, notamment parce qu'on est filmé, mais dans certaines entreprises qui peuvent créer des smartphones, on va vanter le mérite d'être différent des autres. Nous, on n'a pas le même système d'exploitation, nous, on n'a pas le même marketing, nous, on est mieux que les autres. Et puis, il faut garder un secret, les secrets de fabrication. Et garder des secrets, ça permet de souder une famille. On peut avoir des avantages en nature aussi, puisque je m'entends bien avec le patron, j'ai un véhicule de service, voire j'ai un véhicule de fonction. Ça, c'est un élément important. Donc tous ces trucs-là font que, peut-être que je suis mis à 23h et j'en peux plus, mais au final, je peux utiliser ma voiture. Et ça, c'est un élément important quand je rencontre les gens, parce qu'ils sont pris parfois avec des choses, des cadeaux, entre guillemets, des éléments qui viennent contrebalancer, en fait, et qui viennent gérer la culpabilité de l'entreprise. C'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. On a aussi un modèle qui est intéressant aux États-Unis. Dans certaines entreprises, on s'est dit on va vous faire des horaires souples, c'est-à-dire vous venez quand vous voulez et vous repartez quand vous voulez. C'est une entreprise extraordinaire. Tout le monde veut y aller dans cette boîte. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait la productivité est bien meilleure et que les gens en fait ne se barrent pas à 15h comme on peut l'imaginer. Ils restent beaucoup plus tard. Et là où ça devient intéressant, c'est quand je vous dis, en même temps, moi je vais vous assurer une crèche et je vais même vous assurer un logement juste à côté de votre travail. Vous n'aurez plus à faire de route. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous ne quittez plus le boulot à 17h30, vous quittez le boulot bien plus tard. Et vous êtes disponible parce que vous êtes redevable, etc. etc. Faire confiance en la stratégie du supérieur, ne pas questionner ce qui peut être dit, ça fait partie aussi des éléments qui font qu'on peut se sentir finalement entouré par l'entreprise. Quelques éléments de réflexion par rapport au stress professionnel dans une entreprise. Il est très important de pouvoir gérer ces sentiments de culpabilité. Quand vous partez à 18h et que vos collègues vous demandent si vous êtes en train de prendre un RTT, il faut pouvoir gérer ça. Quand vous êtes dans une grande entreprise où la culpabilité fait que tout le monde se sent obligé de rester jusqu'à 21h pour faire plaisir au patron, il faut pouvoir résister par rapport à ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc individuellement, c'est une caractéristique qu'il faut pouvoir à un moment donné travailler en consultation. Apprendre à dire non, c'est ça que ça veut dire. Et apprendre à dire non, c'est un boulot que 90% des êtres humains sur la planète ne savent pas faire. Et que personne ne sait faire tout le temps. Avoir une vie. Alors c'est très simple, c'est un peu en dedans, mais c'est clair d'avoir une vie. Parce que on l'a tous fait. Quand on n'a personne le soir chez nous, on rentre plus facilement 1 heure en retard. Quand vous avez quelque chose à faire, quand une femme tombe enceinte et que c'est son premier enfant, elle arrête de partir du boulot à 19h au lieu de 17h. Donc quand vous avez une vie et une vie qui vous intéresse et qui vous passionne, vous êtes moins prêt à vous laisser happer. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas happer par hasard. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas responsable de ça. La question c'est
une entreprise qui rencontre un être humain qui peut, à un moment donné, avoir besoin de cette entreprise pour combler aussi un vide, pour donner du sens à sa vie. Ce que je fais souvent avec les gens, c'est que je les pousse à essayer de savoir ce qu'ils valent professionnellement, qu'ils refassent un CV, qu'ils se remettent sur un réseau social, qu'ils aillent chercher des offres d'emploi par rapport à leur poste. Pourquoi? Parce que mon objectif n'est pas de les convaincre qu'ils valent quelque chose, parce que fondamentalement, j'en sais rien du tout, donc je ne vais pas leur mentir, mais j'aimerais qu'eux fassent l'expérience qu'ils valent quelque chose en dehors de leur groupe. Et ça, c'est très important. À partir du moment où vous vous rendez compte que quelqu'un d'autre peut vous employer, alors que ça fait 25 ans que vous êtes dans une boîte et que vous vous dites que vous serez employé nulle part, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête et vous êtes en train de vous dire que vous valez quelque chose en dehors de la boîte. Et donc la question du stress, elle se pose complètement autrement à ce moment-là. Vous n'êtes plus sous l'emprise, finalement, d'un regard que vous accordez au patron. Vous êtes en train de vous dire, en dehors de lui, peut-être que je peux vivre, peut-être que je peux survivre, peut-être que je peux avoir du plaisir, peut-être que je peux valoir quelque chose. Deux questions fondamentales pour terminer, que je me pose et que je pose souvent aux gens, c'est est-ce qu'on doit à tout prix s'adapter à un système ou est-ce qu'à un moment donné, la question n'est pas d'en sortir? Puisque le phénomène normal de l'être humain, qu'on retrouve souvent, c'est de ne pas lâcher prise. Donc ça ne va pas dans une boîte, mon patron me dit que je pourrais être meilleur, en fait ça fait 6 ans qu'il me le dit, je pleure un week-end sur 2, mais je veux lui prouver que j'ai raison, je veux lui prouver que je peux le faire. C'est important pour moi. Pour moi, la question, elle va être peut-être de se demander, madame, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rentrer dans une bataille qui n'a aucune conclusion et qui n'a que pour objectif de vous faire du mal? Donc ça, c'est une question très importante. Une autre question qui découle de celle-ci, c'est quel est le sens de notre place et des fonctions que l'on remplit dans notre métier? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et une dernière chose, pourquoi fait-on cela à ce moment précis de notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de tout donner? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de la reconnaissance du collègue? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de montrer aux collègues qu'en fait on est bien meilleur qu'ils le pensent? Alors que peut-être qu'ils se diront qu'on est mauvais du début à la fin, parce qu'ils ont besoin d'y croire à cette histoire. Donc moi je renvoie souvent les gens à, mais finalement, si vous avez exactement le même métier ailleurs, le même poste, on va dire, dans une autre entreprise, est-ce que vous resteriez là-dedans? Pourquoi vous restez là-dedans? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à sortir? Donc j'espère que ça vous a permis de considérer un peu les choses autrement. Et voilà, le propos est de partir de l'entreprise, mais aussi de pouvoir se demander individuellement, mais comment on peut sortir d'une situation qu'on déplore, mais dans laquelle, finalement, on a des choses à défaire, à déminer de son côté. Voilà, je vous remercie pour votre attention.